Nous accueillons Benoît Hamon. Benoît Hamon qui parlait justement il y a quelques jours de cette campagne et qui dénonçait cette campagne qu'il expliquait être polluée par l'argent. Nous regardons une très courte vidéo et on se retrouve tout de suite. Merci. Non, mais on vous posera la question. À ce que sur ce terrain-là, nous soyons aussi intransigeants vis-à-vis de l'influence des lobbies et de l'argent. La réalité aujourd'hui, c'est que ces lobbies industriels, chimiques, pharmaceutiques, bancaires pèsent sur la décision publique. Et la clarté avec laquelle nous faisons campagne, la clarté avec laquelle nous montrerons que nous n'avons pas de dons de personnes qui appartiennent à des grands groupes et qui pourraient demain nous ligoter, lier nos décisions à leurs intérêts, sur ce terrain-là, moi je sais qu'il y ait des engagements clairs. Une des caractéristiques d'ailleurs de cette crise, ce sera la seule parenthèse que je ferai sur la campagne que nous faisons, et à mes yeux, à quel point cette campagne est polluée par l'argent. L'argent pour ce qui concerne un certain nombre de candidats, comme la présence dans les projets de certains candidats de l'influence des forces de l'argent. Et c'est à mes yeux la signification aussi de cette crise, d'une crise où, manifestement aujourd'hui, ce qui inspire les responsables politiques repose moins sur l'intérêt général que sur une somme d'intérêts particuliers que l'on veut satisfaire et qui trouve toujours une jolie place au chaud dans les programmes électoraux des uns et des autres. Bonsoir Benoît Hamon, merci d'avoir répondu à notre invitation. On voyait dans cette vidéo que vous dénonciez une campagne polluée par l'argent et juste avant de vous recevoir, Mathilde Mathieu interrogeait Jérôme Lavrieux, un des hommes du scandale Big Malion, qui, lui, dénonçait une hypocrisie générale sur les règles de financement des campagnes électorales et, de manière très détaillée, expliquait comment, aujourd'hui, il était quasiment impossible de respecter les plafonds légaux de financement de campagne. Et il s'est longuement expliqué à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà très simplement que vous respecterez le plafond de dépenses légales du premier tour ? Non seulement je peux vous le dire, je l'affirme et j'en fais même, comment vous dire, une condition sine qua non pour moi, que de respecter la loi sur ces questions-là dans une campagne électorale, que la respecter scrupuleusement. Je me suis même imposé des règles qui ne sont pas dans la loi, la transparence sur les dons. Sachez que d'ailleurs, au nom de cette transparence, il a fallu refuser des dons. Vous avez dû en refuser beaucoup ? Non, ce serait malhonnête de dire beaucoup, mais quelques-uns, oui. De personnes qui n'ont pas voulu que leur identité soit connue. À cette étape, je n'ai eu que 4 dons de plus de 2500 €, parce que la règle a été imposée que je peux parfaitement comprendre. On préfère rester discret sur le fait de donner à tel ou tel candidat. J'en avais fait même un sujet de campagne parce qu'il m'apparaissait que c'était quand même pas neutre d'observer que par exemple, la campagne d'Emmanuel Macron dépendait beaucoup des dons, et notamment des gros dons. Alors, il y a une sorte de petit artifice qui consiste à dire seuls, je me souviens, 3% de ces dons sont supérieurs à, je crois, 4500 €, ou je me souviens plus exactement la somme, mais 3% entre 4500 et 7500, ça fait beaucoup d'argent. Alors, quand on a beaucoup de donateurs. Sa réponse était qu'il n'avait pas de financement de public, puisque pas de parti et pas de... il faut, puisqu'il est remboursé à 66% par... plus tard, oui, d'accord. Il faut une avance de trésorerie. D'accord, mais bon, à la fin, le contribuable contribue pour 2/3 au financement de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc on est dans du maquillage. Moi, j'entends l'argument, mais il y a quand même... si on s'arrête là, et on dit ok, c'est vrai, M. Macron ne concourt pas à armes égales. Non mais bon, c'est une plaisanterie. Aujourd'hui, il a la campagne, probablement, peut-être avec celle de M. Fillon, mais sans doute même davantage que celle de M. Fillon, la plus financée par des donateurs privés, riches pour la plupart. La question n'est pas de leur reprocher d'être riches. La question est de savoir si là où ils travaillent, les intérêts qu'ils défendent sont compatibles avec un certain nombre de décisions qui pourraient conduire le président de la République demain, si c'était Emmanuel Macron, à devoir prendre
des décisions importantes en matière d'interdiction des perturbateurs endocriniens, de certaines substances toxiques, de diminuer la part du diesel dans le parc automobile français, etc., etc. C'est pas neutre de savoir aussi qui dans l'industrie bancaire, qui dans l'industrie des assurances, qui dans l'industrie chimique, qui dans l'industrie pétrolière, qui dans le domaine des laboratoires pharmaceutiques, finance ou pas. Lina. Quels sont vos 4 donateurs à plus de 2500 €? Je les ai amenés, je me suis dit, on ne sait jamais, c'est Mediapart, il ne faut quand même pas rigoler. Donc, je vais vous donner les noms, puisqu'ils sont publics, de toute façon, il n'y a pas une grosse information. Alors, Madame Ray-Gavras Michel, 4600 €, je la remercie. Madame Monique Mignotte-Leloup, 4500 €, je la remercie. Monsieur Alexandre Meyer, 4500 €, et Monsieur Dominique Caro, 3000 €. Voilà. Pour revenir sur ce que disait Jérôme Lavrieux, mais il n'est pas le seul à avoir dit Quoi, ça. j'avais bien fait prendre mon petit papier. Pour revenir à ce que disait Jérôme Lavrieux, il n'est pas le seul. Hein. Il y a déjà eu d'autres responsables politiques par le passé à dire que de fait, ce plafond de dépenses d'un peu plus de 16 millions pour le premier tour et d'un peu plus de 22 millions pour le second était de façon beaucoup trop récurrente, dépassée, et que du coup c'était de fait un encouragement à la triche de ce point de vue-là. Est-ce que vous êtes favorable, par souci de réalisme, à l'augmentation du plafond de dépenses? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous êtes favorable à la publication en temps réel des dépenses de campagne? Alors, par expérience, ce qui m'a frappé, par exemple, entre la primaire et la présidentielle, c'est comme d'un coup, ce que nous réalisions avec des moyens relativement rudimentaires, pour pas cher, soudain se transformait en une prestation très chère. Pourquoi? Parce que plus de technologie, des sons beaucoup plus élaborés, une mise en scène plus forte. Et d'un coup, le meeting que l'on faisait avec à peu près autant de personnes, bon, un peu moins pendant les primaires, mais un meeting à 1500, 2000 personnes, ou voire même 3000 dans un grand gymnase qu'on remplissait pour un coût de quelques dizaines de milliers d'euros, se transforme en une réunion qui peut monter à 100, 150 000 et au-delà. Pourquoi? Parce qu'on a de la technologie, on a du son. Alors, il y a des choses qui se justifient, parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière. Hein. Il y a quand même un back-office assez important. Mais quand même, on voit finalement une facture augmenter. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il y a sans doute un juste milieu à trouver. Je crois que les campagnes aujourd'hui, je ne suis pas le nez dans les comptes, hein, parce que j'ai un peu autre chose à faire, mais me semble cher. Toutes ces dépenses de communication sont très gourmandes. C'est favorable, en fait, de faire moins je pense de qu'en communication. Clair, je vois pas l'intérêt d'augmenter. L'appréciation que j'en fais, c'est que j'ai pu réussir une primaire avec peu d'argent, autour de 200 000 €, et la gagner. Peut-être un peu plus avec le second tour, mais on était dans cet étiage-là. Et là, on est sur des campagnes qui montent beaucoup plus vite, parce qu'un Bercy, quand on loue Bercy et quand on doit sonoriser Bercy, les pancartes, tout ça, ça monte à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc moi, je ne vois pas aujourd'hui de justification à mettre davantage d'argent. Je suis pour la publication en temps réel des dépenses de campagne. J'avoue n'avoir absolument pas réfléchi à cette question. Ce qui se fait déjà pour partie aux États-Unis, mais tant pour les dons du reste, je suis pour les assez recettes. je vais vous dire, je pense que vu l'état la mauvaise santé de la démocratie française, et même si parfois il me semble qu'il y a des soupçons injustifiés qui se tournent à notre endroit, vaut mieux plus de transparence que pas assez. Ou vaut même peut-être parfois un peu trop, je ne sais pas si c'est trop, si on est trop transparent, mais donc sur le principe, je n'y suis pas défavorable. Il m'apparaît que, cependant, que même si on donne des gages de transparence supplémentaires, tant que notre pays reste traversé par une crise morale et politique profonde, le soupçon demeure. Et il se détourne vers d'autres zones prétendues d'ombre. Et le problème, c'est pas tant qu'il y ait de l'ombre,
sur ce que nous faisons ou de l'opacité parfois sur ce qui nous conduira à prendre telle ou telle décision, il me semble que ce qu'on nous reproche d'abord ce sont des privilèges. Et ces privilèges... Les privilèges ne se construisent pas également justement dans ces zones d'ombre. En particulier, mais moi j'en ai fait la liste quand j'ai travaillé avec le procureur de Montgolfier, qui est celui avec lequel j'ai travaillé sur une loi de moralisation de la vie publique et de transparence de la vie publique et de lutte contre les conflits d'intérêts. On a essayé de balayer avec Éric de Montgolfier, avec Eva Joly aussi, qui travaille dans mon équipe, l'ensemble des champs dans lesquels il nous apparaissait que subsistaient des privilèges incompatibles avec une démocratie adulte, en quelque sorte. Ça concerne le pantouflage dans la haute administration, ça concerne le cumul entre un mandat de député et un travail, ça concerne la réserve parlementaire, ça concerne l'immunité parlementaire à laquelle j'ai proposé qu'on mette fin, ça concerne la transparence sur l'IRFM, c'est-à-dire l'indemnité de représentation dont nous bénéficions, qui n'est pas fiscalisée, il faut le savoir. On peut légitimement se poser la question si c'est pas un deuxième salaire non fiscalisé, puisqu'en fait, personne ne vient contrôler si ça sert à louer une permanence, à payer des gerbes de fleurs pour les commémorations, à organiser telle ou telle manifestation, payer un restaurant, etc. Bref, des frais de bouche. Mais je ne vois pas d'autre solution que où on fiscalise l'IRFM d'ailleurs, ou on fait de la note de frais. C'est-à-dire qu'on arrive et que l'Assemblée nationale nous rembourse un certain nombre de prestations dont on a la liste justifiée, comme ça se fait d'ailleurs dans beaucoup d'exécutifs aujourd'hui, où des vice-présidents, le président arrive et dit « Bon, bah, écoutez, j'ai fait ça, voilà la justification », et vous avez ensuite un arbitre qui dit ça passe, ça passe pas. Alors, si vous voulez bien, on va aborder le deuxième point. Mais j'insiste sur ce point, sur la question, donc c'est plutôt la fin des privilèges. Et je pense que cela, c'est assez important, et voilà le terrain sur lequel, en tout cas, moi j'ai mis des propositions sur la table. D'accord, donc si vous voulez bien, on va aborder le deuxième point de cet entretien pour parler de votre campagne. Alors, nous, on a comme règle à Mediapart de ne pas commenter les sondages. On a des discussions régulières, quasi quotidiennes là-dessus. On ne parle pas des sondages. Ça m'arrange. Donc, on ne vous interrogera pas Mediapart, sur les sondages. Si vous avez vous-même travaillé dans l'institut de sondage, Oui, c'est bien pour ça, c'est pour ça que sur je les suis le sondages. mieux placé pour en parler. Mais en revanche, comme nous sommes parler. beaucoup sur le terrain et qu'on publie beaucoup de reportages, on en publie aujourd'hui. Ah oui, d'accord, vous avez trouvé un moyen détourné de m'en parler quand même, quoi. Très intéressant, un reportage très intéressant de Fabien Escalona sur Grenoble. Et ce qu'on constate, c'est que vous ne mobilisez pas l'électorat attendu ou espéré. Et qu'à ce stade, nous, tous les retours qu'on a du terrain, c'est des retours forcément imprécis, ou qui ne sont pas... on ne fait pas l'élection du premier tour, mais tous ces retours nous disent que l'horizon du deuxième tour vous est bouché aujourd'hui. Il vous reste 11 jours de campagne. Qu'est-ce qui peut vous sauver? Qu'est-ce qui peut provoquer, selon vous, le déclic? Bon, d'abord, je ne cherche pas à me sauver. Je comprends la formule. Candidature. Oui, mais je me suis engagé dans cette campagne avec, je crois, beaucoup, mais on peut le reconnaître, beaucoup de sérieux sur la cohérence du projet que j'ai mis en débat. Le souci de parler moins aux émotions et aux pulsions de nos concitoyens qu'à leur intelligence. Moi, je n'ai pas un rapport au peuple qui se résume à l'abstraction des foules et une relation un peu césariste aux foules. Moi, j'accepte et je conçois que ceux et celles que j'ai en face de moi et dont je sollicite la confiance sont des femmes et des hommes, dans leur complexité, avec une singularité et complexité qui parfois m'interroge, me questionne et voire même me percute. Mais je préfère la qualité de ce dialogue-là, sans doute plus inconfortable, hein, mais je préfère la qualité de cet échange-là et de cette relation de confiance que je crois pouvoir, que je noue encore aujourd'hui quand j'ai passé ma journée en banlieue parisienne et hier en banlieue lyonnaise. Je crois davantage à cela qu'à finalement au caractère et éphémère et un petit peu artificiel de la relation aux foules. Et donc j'ai voulu bâtir un projet cohérent. Qu'est-ce qui aujourd'hui est de nature à finalement déjouer les pronostics tels que les instituts de sondage les formulent et tels que vos remontées médiapartesques vous indiquent. D'abord, moi je pense qu'il faut se rappeler quand nous allons avoir un nouveau président de la République le 8 mai.
qui, au-delà des grands discours, des récits, des contes et des fables, va mettre en œuvre un projet. Qu'encore ce soir, je regardais, j'écoutais... moi, je suis attentif à ce que disent mes rivaux. Je ne suis pas dans mon couloir de nage en disant peu importe ce qu'ils font, ça n'a aucune influence. Si, ça en a. Ça en a. Et moi, aujourd'hui, je ne crois pas au plan A de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il n'y a qu'un plan B. Je pense qu'il est parfaitement aujourd'hui... de la sortie de l'Europe. Oui. Et je pense que le reproche que je lui fais d'ailleurs, c'est ne rien dire sur ce scénario de sortie de l'Europe. Ou alors, finalement, de mentir un tout petit peu sur le degré d'énergie, de fermeté qu'il mettrait à assurer que, finalement, le plan A devrait être accepté, coûte que coûte, par les Allemands et nos partenaires, sauf à basculer dans la sortie de l'Union. Et je pense qu'il y a un vrai risque, aujourd'hui, de sortie de l'Union européenne, qu'incarne Mélenchon. Je dis aussi que la question démocratique n'est, à mes yeux, pas neutre, et qu'elle ne s'incarne pas simplement dans la promesse de la 6e République, mais aussi dans le champ des relations internationales, dans la nature des alliances que nous voulons nouer, et dans la façon dont nous acceptons ou pas de sortir de la légalité internationale. Je vais prendre un exemple que je vais reposer, parce que jusqu'ici, les réponses de Jean-Luc Mélenchon nous sont apparues très, très, très insatisfaisantes. Oui ou non, accepte-t-il que la Crimée soit de facto redevenue russe parce que les Russes l'ont annexée au motif que Khrouchtchev l'aurait vaguement cédé dans un moment de faiblesse à l'Ukraine? Mais si c'est cela, je rappelle qu'elle a été sous domination de l'Empire ottoman entre le 16e et le 18e. Donc si nous réouvrons le sujet de la Crimée, on va avoir beaucoup de discussions à réouvrir. Deuxièmement, accepte-t-il ou pas, et j'ai cru comprendre qu'il l'acceptait, qu'on réouvre le dossier des frontières, puisque c'est ce que demande Vladimir Poutine, le dossier des frontières avec les Russes, ce qui nous amènera à une multitude de disputes territoriales, des États baltes en passant par ce qui se passe autour des mini-républiques qui, entre la Moldavie, la Géorgie, la Transnistrie, l'Ossétie du Sud, etc., et de disputes à l'intérieur de l'Union européenne. Or, la légalité internationale... C'est son argument, c'est de dire, par exemple, Chypre, ça existe déjà, ça fait partie des questions de frontières qu'il faut trancher. Il se revendique de François Mitterrand. C'est sa référence avec De Gaulle. Il n'a pas oublié que François Mitterrand, lors du mémorandum de Budapest, avec Helmut Kohl, parce que l'Union soviétique disparaît et peut créer du désordre, pose un principe, qui est le principe qui nous permet de garantir la paix, l'inviolabilité et l'intangibilité des frontières. Accepté par la Russie de l'époque, les Britanniques également, c'était François Mitterrand, parfaitement conscient que le principal risque de guerre dans l'Europe, c'était justement de rouvrir le dossier des frontières. Mais alors, pardon de le dire, non seulement à cette époque, à l'époque où l'Europe était forte, Mitterrand, Kohl, du costaud, du lourd, nous posons ce principe-là parce qu'il savait déjà qu'il fallait en redouter les conséquences, mais maintenant que nous sommes faibles, maintenant que certains envisagent de sortir de l'Europe, on pourrait rouvrir, face à Poutine, le dossier des frontières. C'est-à-dire que nous allons aller dans la position la plus faible qui soit, à la table des négociations, pour rediscuter des frontières. Alors, moi, je vais vous dire, non seulement ce sujet-là n'a absolument pas de raison d'être réouvert, et deux, si tant est qu'il faille ouvrir un bout de discussion là-dessus, certainement pas en ordre dispersé, certainement pas en ayant rapatrié l'essentiel de nos forces dans les frontières nationales. Donc sur cette question démocratique-là, politique, j'ai aussi un désaccord. Et j'ai aussi un désaccord parce que je ne fais pas partie de ceux qui finalement considèrent que la démocratie est bonne chez nous, mais que dans l'ordre international, finalement, on pourrait finalement s'accommoder de tous les tyrans dès lors que ils sont là, il faut bien faire avec. Je ne nie pas qu'ils sont là et qu'il faut bien faire avec. La question est, finalement, la démocratie est-elle un principe secondaire, non pas dans les relations internationales, mais dans la nature des régimes avec lesquels nous concevons de nous allier. Mais pardonnez-moi, il y a quand même juste une petite chose sur laquelle il faut m'éclairer. Je suis votre campagne depuis que vous avez gagné la primaire. Au début de la campagne, Jean-Luc Mélenchon vous adresse une lettre avec un certain nombre de points listant vos désaccords. Oui.
Et insiste notamment sur le fait que l'Europe est un vrai désaccord avec vous. Vous le dites maintenant ce soir, à ce moment-là, vous ne le dites absolument pas. Il est un peu tout seul à dire. Ça donne l'impression que vous considérez que ce n'est pas si important, mais lui, si. Ensuite, et à ce moment-là, vous concentrez vos attaques sur Emmanuel Macron. Voilà. Aujourd'hui, là, vous nous dites ce soir que vous regardez ce que font Verivo. Vous parlez de vos désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi est-ce que finalement, votre stratégie politique ne varie pas vous-même en fonction des sondages, en fonction de qui, qui vous allez marquer vos désaccords? Parce que nous arrivons à un moment où je constate que cette hypothèse-là est une hypothèse sérieuse et que Jean-Luc fait une bonne campagne. Non, c'est pas que c'était pas. C'est que la campagne est passée par là. Elle a clarifié bien des positions. Et pardon de le dire, Jean-Luc Mélenchon n'est pas rentré en campagne en disant moi, Poutine, aujourd'hui, je considère que c'est un partenaire et que la Crimée, dont acte, le Donbass, pourquoi pas, etc., etc. Je veux dire, avoir les prudences avec lesquelles on a les communiqués des uns et des autres, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon a accueilli le gazage des enfants du côté d'Idlib en disant qui que ce soit qui soit responsable, là où on sait que objectivement les seuls qui avaient la capacité à le faire étaient les Russes ou le régime syrien. Je veux dire que cette campagne, elle éclaire aussi le débat politique. Elle éclaire le débat politique, y compris ma position. Pourquoi je demande que cette précision, pourquoi je rentre dans le dur? Mais parce qu'il apparaît que aujourd'hui, dans la manière dont le formule, et encore là récemment, dans les heures qui viennent de passer, dont Jean-Luc Mélenchon formule sa relation au projet européen, il m'apparaît aujourd'hui qu'il assume que son option finalement la plus crédible... Ça a changé sur le plan A et le plan B. C'est quand même ce qu'il dit depuis des mois et des mois. Je pense qu'aujourd'hui, ça prend un relief tout particulier et dans un contexte où les Russes affichent des prétentions nouvelles, Trump se désengage, où l'Europe est une Europe qui se disloque de toutes parts et où il me semble aujourd'hui qu'il n'est pas de la responsabilité de la gauche française de lui porter le coup de grâce. Et que là encore, c'est le contraire de l'héritage dans lequel prétend s'inscrire Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire un héritage gaulo-mitterrandien. Alors on va revenir à votre campagne, en dehors de votre difficulté parfois à convaincre vos propres électeurs, effectivement, dont on voit qu'ils sont indécis, qu'ils hésitent encore aujourd'hui, entre Jean-Luc Mélenchon, vous-même et Emmanuel Macron. Et par moments, dans certaines de vos déclarations récentes, on a eu l'impression que vous avez vous-même intégré votre défaite. Vous n'allez pas faire de la psychologie à 2 balles comme d'autres. Absolument pas de la psychologie. Je vais juste vous montrer une vidéo en vous montrant ce que vous dites vous-même. Oui, mais d'accord, mais c'est de la psychologie à 2 balles, l'interprétation. Absolument pas, quand vous parlez des raisons de pourquoi vous pouvez perdre. On va regarder ça tout de suite. Moi, j'ai une question à vous poser. Par le plus grand des malheurs, vous n'êtes pas au 2e tour. Vous préférez appeler à voter François Fillon, Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen? Moi, je vais vous répondre franchement, Mélenchon. J'ai ma réponse. Mais je vais aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je considère qu'il y a sur le fond des proximités politiques. Sinon, nous n'aurions pas essayé de nous rassembler. Sinon, nous n'aurions pas essayé de construire ce qui pouvait être un rassemblement. C'est la proposition que je lui avais faite. Et pourquoi je lui avais fait une 2e fois? Quand il m'avait dit Manuel Valls, c'est ce qui pose problème dans ton rassemblement. Manuel Valls est parti. Il a soutenu Emmanuel Macron, donc je me suis tourné à nouveau vers Jean-Luc. Je lui ai dit Manuel Valls n'est plus là. Pourquoi ne viens-tu pas? Un double discours. Comment vous expliquez ce spectaculaire trou d'air? Écoutez, c'est pas une campagne facile, je le reconnais, c'est pas une campagne facile, et en même temps, moi je veux continuer à parler transition écologique, pauvreté, questions sociales, pouvoir d'achat, travail, comme je l'ai fait, et je continuerai à le faire. Pourquoi il n'est pas facile? Parce qu'il y a le bilan d'un quinquennat, parce qu'il y a... Qui vous plombe en l'occurrence en tant que candidat socialiste? Incontestablement, ça pèse. Et qui ne voit pas que l'électorat de gauche est déçu. Il a été déçu par la déchéance de nationalité, par la loi travail, par l'échec sur le chômage, et ça pèse incontestablement. Au point Non, c'est pas. Au point que Mélenchon vous siphonne. Est-ce que c'est ça dans l'esprit des électeurs de gauche? Je continue mon raisonnement. Et puis après, il y a des défections nombreuses. Quand tous les jours, vous avez le feuilleton de ceux qui s'en vont, c'est quand même pas facile à gérer. C'est pas tant que moi je le gère mal, c'est que ce sont nos électeurs qui se disent mais à quoi bon finalement
simplement regarder vers ces gens s'ils sont aussi déboussolants et déboussolés. Et incontestablement, il y a un côté poison permanent que d'organiser les défections. Donc moi, j'en prends acte et je fais campagne. On aurait pu rêver campagne plus simple à mener. Justement, Benoît Hamon, on voit dans vos déclarations vous-même que voilà, vous parlez des difficultés de votre campagne, notamment des défections à répétition qui ont émaillé ces dernières semaines. Est-ce que vous vous dites, finalement, ça aurait été plus simple de faire campagne avec ce projet, avec vous comme candidat, sans l'étiquette socialiste? Écoutez, je pense qu'il y a un problème avec le PS, plus avec le PS qu'avec l'étiquette socialiste. Je pense que le socialisme, il ne renvoie pas juste au PS. Je veux dire étiquette par socialiste. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, vis-à-vis du PS, il y a presque instinctivement, spontanément, chez des électeurs de gauche, un rejet. Et même si parfois certains me disent, souvent même, vous c'est différent, il y a quand même vis-à-vis du PS quelque chose qui tient fondamentalement de la parole non tenue, mais de la parole lourde non tenue. C'est-à-dire, c'est pas juste une erreur d'aiguillage. Il y a eu quelque chose qui relevait du... Et autour de la déchéance de nationalité de la loi travail, de la dernière année, elle a pesé lourdement. Personne ne m'en impute la responsabilité, ça c'est évident. Mais en même temps, cette famille politique reste comme marquée au fer rouge par ces décisions politiques-là. Bon, ça c'est une réalité. Ce que je veux simplement dire, pourquoi je dis Mélenchon ? Parce que la question qui m'est posée, c'est face à Marine Le Pen. Or, face à Marine Le Pen, je pense que seul un imaginaire politique puissant de gauche, donc le mien, au second tour, mais dans l'hypothèse Macron-Fillon, je pense que, oui, face à l'extrême droite Trump, je crois que Sanders aurait gagné. Et je pense que face à Marine Le Pen, il faut porter un imaginaire politique puissant. Donc, ma réponse, elle est cohérente avec l'idée que je me fais de ma propre campagne, déjà, et de l'analyse que je fais aujourd'hui de la montée de l'extrême droite et de la seule manière, ou de la manière la plus efficace de l'abattre. Alors, que vous pensez, au fond, pardon, qu'un Macron ou un Fillon peut perdre face à Marine Le Pen? Aujourd'hui, je vais vous dire, je pense aujourd'hui tout le monde là-bas. Mais dans les faits, je le crois. C'est l'analyse que je fais. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde là-bas, mais que le moyen le plus sûr de l'abattre est de l'extirper, pas simplement de l'extirper des cœurs et de sortir ces métastases de la tête et de beaucoup de ceux qui aujourd'hui choisissent le vote Front National, c'est encore de lui opposer un projet politique puissant, un imaginaire politique puissant, sauf à gagner du temps. Sauf à décaler le moment où elle arrivera au pouvoir. Et c'est là où la bataille politique que nous menons face au Front National n'est pas de la même nature. Quand je me compare par exemple à Emmanuel Macron, je pense aujourd'hui que les choix de politique libérale que propose Macron, encore je veux dire adoubé par Chaubleu quand même, ce jour même. Chaubleu, le ministre de l'austérité, adoubé par Pierre Gattaz. Ces politiques-là prépare l'arrivée du Front National. Et si ce n'est pas maintenant, ce que je ne crois pas, ce sera pour la prochaine fois. Donc, oui, à la question face à Marine Le Pen, alors j'aurais pu être dans le numéro de claquette qui consiste à dire, mais bon, mais non, moi j'essaie de répondre aux questions qui me sont posées, et avec franchise sur le fond. Pourquoi ? Parce que je m'applique le même raisonnement, en considérant que je pense être le mieux à même d'extirper le Front National des têtes, et pas simplement de battre Marine Le Pen. Parce que c'est ça qui est en jeu, c'est une politique sur les services publics, la protection sociale, sur la démocratie, sur la transition écologique, le rôle et la place des citoyens dans la société. Je pense que c'est sur ce terrain-là qu'on bat le Front National durablement, et pas simplement dans les urnes provisoirement. L'autre surprise de votre campagne, c'est de vous avoir vu pratiquement ne pas réagir à ce que vous avez appelé, je crois, à un moment le supplice chinois, c'est-à-dire la mécanique de défection de dirigeants socialistes vous abandonnant pour appeler à voter Macron. C'est pratiquement du jamais vu. C'est même du jamais vu que le Parti socialiste n'ait à ce point pas soutenu son candidat. On avait vu en 2007 des réserves de nombreux responsables socialistes à l'encontre de Ségolène Royal, mais là, l'officialisation du non-soutien d'un parti à son candidat est quand même une sorte de séisme politique. Quelles conséquences vous envisagez d'en tirer? Pourquoi vous n'avez pas réagi? Mais parce que, écoutez, moi, je pourrais rentrer dans une
guerre de tranchées qui irait convoquer les statuts du Parti socialiste, son règlement intérieur. Moi, j'ai une campagne à mener au présidentiel. Il y a un premier secrétaire du Parti socialiste aujourd'hui. Il est censé faire respecter le droit. Vous pensez qu'il est suffisamment loyal? Nous en reparlerons un jour. Mais, non, mais sans parler statut, en parlant politique, c'est quand même... mais nous en reparlons. Moi, je fais campagne. Et je ne peux pas me lancer dans ce qui relèverait objectivement d'un pitoyable combat à l'intérieur du Parti socialiste, une sorte de très mauvaise troisième mi-temps, là où j'ai gagné au suffrage des citoyens de gauche la primaire. Libre, et c'est là où je veux dire que ce qui me frappe aujourd'hui, c'est le peu de soins qu'un certain nombre de dirigeants apportent à la démocratie. J'ai dit un mot tout à l'heure de Jean-Luc et de ce rapport ou de cette ambiguïté permanente qu'il a vis-à-vis d'un certain nombre de régimes. Mais quand, vis-à-vis du Front National, Manuel Valls dit « Ce parti justifie que je, finalement, me libère de l'engagement que j'avais pris devant les électeurs. » Un parti antidémocratique. L'acte de résistance, donc, à un parti antidémocratique, ce serait de ne pas respecter soi-même la démocratie. Mais qui ne voit pas qu'il y a une imposture absolue à faire cela? Ça rappelle le fameux débat qui consiste à finalement accepter qu'à l'égard de ceux qui voudraient remettre en cause notre liberté, il faudrait y répondre par une restriction des libertés. Grand débat qu'on a eu sur état d'urgence ou pas, etc. etc. Et moi, je ne considère pas aujourd'hui que museler la presse, que restreindre le champ des libertés, soit la bonne réponse à apporter à ceux qui veulent, je veux dire, remettre en cause, ou ne croient pas, et même, ont en horreur la démocratie. Et bien de la même manière, quand on dit qu'il y a une menace aujourd'hui du Front National, parti antidémocratique, je veux dire, je ne crois pas qu'il soit très sérieux de poser comme acte de naissance de cet acte de résistance comme le non-respect de la démocratie. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose aujourd'hui dans la République qui ne va plus quand autant de dirigeants finalement apportent aussi peu de soins à la qualité du débat démocratique et aussi peu de soins à la démocratie elle-même. Alors, ce qu'on comprend, c'est que quoi qu'il arrive, et quel que soit votre résultat au soir du premier tour, il y a de toute façon une recomposition et de la gauche et des explications de textes sérieuses au PS qui auront lieu. Alors, pour en parler, parce que je pense qu'il y a des choses dont j'imagine vous ne voudrez pas parler maintenant. Je pense que ça ne se limite pas à une affaire d'explication de texte sérieuse au Parti socialiste. Qui ne voit pas aujourd'hui qu'il y a une recomposition. Voilà. Alors, c'est pour parler de cette recomposition qu'on va demander à Fabien Escalona, qui est chercheur en sciences politiques et qui nous accompagne pendant toute la durée de cette campagne, de vous interroger. Fabien, à toi. Bonsoir. Bonsoir. Salut. En préparant l'entretien, on avait en tête certaines de vos déclarations sur la centralité que vous occuperiez aujourd'hui dans le champ politique par rapport à Jean-Luc Mélenchon et par rapport à Emmanuel Macron. Et on s'est dit, mais est-ce qu'au fond, il n'est pas déjà dans l'ancien monde, cette centralité-là, et d'ailleurs, le mot même de centralité est curieux, parce que ça paraît désigner quelque chose de topographique, mais ce qui manque aujourd'hui au PS, c'est plus la centralité, c'est la puissance. C'est-à-dire que la SFIO, par exemple, des années 60, à la limite, elle pouvait être centrale, avec le Parti communiste, ou ce qui restait des radicaux de gauche, etc. Mais ce qui a fait que c'était un grand parti compétitif pour le pouvoir, c'est parce que François Mitterrand, en 71, l'a refondé, l'a mis en tête de la gauche et l'a mis en capacité d'assumer l'alternance. Et on a l'impression que vous aviez peut-être une occasion, avec votre victoire à la primaire, de faire une sorte de refondation accélérée du PS, de faire une sorte de nouvelle Épinay depuis l'aile gauche. Et là, vu la tournure que prend la campagne, ou vu les scénarios un peu noirs ou gris qui semblent se profiler, on se dit, mais est-ce que vous n'allez pas devoir assumer de passer par les 10-15 ans qu'a traversé la SFIO dans les premières années de la Ve République avant de refonder un parti de gauche sur votre ligne compétitive pour le pouvoir? Écoutez, moi je crois dans les thèmes que je porte. Je ne crois pas que la recomposition de la gauche puisse se faire autour de la sortie de l'Europe. Il y a quelqu'un qui pense sérieusement qu'on va reconstruire la gauche autour de ça? Il y a la fin de l'idéal d'une coopération entre les peuples en Europe? Il y a parce que l'Europe serait austéritaire et libérale, vrai.
on en tire comme conséquence qu'il faut aujourd'hui se sortir de cet idéal-là. Moi, je vais expliquer à nos enfants et aux miens que leur avenir est dans le retour dans l'espace qui était celui de la nation française. Bon, bah écoutez, moi, je ne crois pas qu'autour de cette idée-là, on puisse reconstruire quoi que ce soit de durable. Première chose. Ce que je crois par contre, c'est qu'il y a, et là encore, c'est un vrai désaccord que j'ai eu avec Jean-Luc au fur et à mesure de la campagne, que moi, je crois qu'il y a une vraie transition, une mutation du travail qui nous amène non pas à prophétiser la fin du travail, je ne dis pas c'est la fin du travail, je dis qu'il y aura probablement une raréfaction du travail. Il y a 40 économistes là aujourd'hui qui soutiennent Emmanuel Macron qui disent que je prône la disparition du travail. Quand on est en plus dans une tribune du Monde. Mais comme c'est disqualifiant, je veux leur dire que de fonder des gens sérieux quand même, pour quelques-uns, peut-être pas tous, mais mais qui avaient soutenu le même candidat que vous en 2012, je le rappelle. D'accord, mais bon, pour la plupart. Fonder la critique d'une ligne politique sur une erreur factuelle, je ne prône pas la disparition du travail. Je dis qu'il y aura, avec à l'appui de bon nombre d'études, une raréfaction du travail possible, probable, si on n'investit pas dans les nouveaux secteurs que sont les énergies renouvelables, la santé, l'éducation, la silver economy, probable, et qu'il faut anticiper cela. Autour de la question du travail, on l'a vu qu'il y a eu un débat fort. Autour de la conversion écologique de notre économie, il y a encore une question centrale. Et donc je dis par exemple qu'il n'y a pas de conversion écologique de notre économie qui permette demain d'envisager de moins polluer sans passer par des investissements au niveau européen que pèseront les quelques 10 milliards, 20 milliards, 50 milliards que nous mobiliserons au moment où il faudra limiter le réchauffement de la planète. Il faut bien le faire, là encore, au niveau européen. Je rajoute que, au-delà de la transition du travail et donc de cette immense mutation liée à la révolution numérique et de la transition écologique, il y a un double enjeu et démocratique pour nous et européen qui suppose que, voilà, de refonder, on va dire, la carte de ce qui sera demain le spectre des idées à gauche, qui abritera les grandes orientations. Et sur ce terrain-là, je ne change pas un iota de ce que j'ai dit pendant la primaire, de ce que j'ai dit pendant la campagne présidentielle. Est-ce, à cette étape, on pourrait se dire, puisque nous sommes à 11 jours du premier tour, et quand on regarde les sondages, que ce moment-là, que je décris, n'est pas partagé par les citoyens de gauche, davantage peut-être mu par l'envie de dégager ce qui était là avant, que de se projeter vers l'avenir. Et moi, je l'ai perçu, ça. Quand j'ai évoqué le futur désirable, tout le monde me disait, oui, c'est vrai, on le désire, mais avant, il y a quand même bonne envie de donner un grand coup de pied au système. Au système ou au Parti Socialiste, enfin au quinquennat sortant. Le PS est dans le système. Oui, voilà, oui, évidemment, ils sont au pouvoir. Évidemment, mais si je l'ai, j'ai jamais pensé et dit le contraire. Et ça me rappelle cette phrase que j'ai évoquée pendant ma campagne, mais qui pour moi est très révélatrice de ce qui se passe et des mobiles du vote des Français. Et je discutais avec une titulaire du RSA. Et à qui je demandais ce qu'elle allait voter. Et elle avait voté Mélenchon en 2012, et je ne sais pas ce qu'elle allait voter là. Je ne lui ai pas demandé. Et elle me disait, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais si vous étiez président de la République, quelle serait la première chose que vous feriez? Elle m'a dit, vous baissez votre salaire. Et je dis, mais si vous baissez mon salaire, ça n'améliorera absolument pas votre vie. Elle m'a dit, oui, mais je vais vous faire mal. Et donc, le bulletin de vote n'est pas l'instrument d'une amélioration de sa propre vie, ce en quoi elle ne croit pas. Quoi, gauche-droite, ça n'a rien changé, etc. Mais ça peut peut-être être le moyen de faire mal à ceux qui ont si souvent déçu, trahi, peu importe les mots. C'est-à-dire que c'est un vote sanction qui surdétermine tout, c'est ça? Il y a en tout cas une envie, et donc là, je crois, l'hypothèse qu'on puisse vraiment casser les règles du jeu, et je crois, passe pour crédible. D'autant plus crédible qu'il n'y a pas un candidat qui se revendique du système. Fillon dit qu'il est le candidat du système, bon, tout le monde, ça fait rigoler tout le monde, mais c'est quand même sur cette thématique-là qu'il agit, qu'il mobilise son électorat. Macron vous dit, je tourne la page du quinquennat, vous pleurez de rire. Moi, qui ne voit pas que toutes les grandes décisions économiques qui expliquent que le chômage ait vu sa courbe progresser et non pas diminuer, est liée à des décisions inspirées par Emmanuel Macron. Comme conseiller du Prince,
ou comme ministre ensuite. Il faut encore se souvenir, pour quiconque était ministre, quand il y avait des arbitrages budgétaires en dernier recours, Emmanuel Macron, c'était celui qui jouait avec le ciseau. Donc tout ça, on sait. Et en même temps, il se pose en celui qui va tourner la page du quinquennat. Bon, c'est incroyable, mais c'est vrai. Et puis après, Jean-Luc, Marine Le Pen, tout ça aussi, c'est des candidats anti-système. Tout le monde est sur l'anti-système. Même un peu moi, d'ailleurs. Peut-être je reformule ma question en passant clairement au niveau européen, parce que là, on parle du PS, etc. Bon. Mais vous-même, vous parlez beaucoup de... C'est vous qui me posez des questions. Oui, bien sûr. Non, mais... Je réponds. Non, mais effectivement, la première question était là-dessus. Mais puisque vous avez beaucoup cité l'Europe, moi, j'aimerais resituer ça par rapport à votre réponse, que j'aimerais aussi votre vision politique de votre action par rapport à l'avenir de la gauche en France, mais de la gauche en Europe, puisque... vous n'êtes pas sans ignorer que la social-démocratie est en crise dans pratiquement toutes ses variantes en Europe. C'est quand même assez rare pour le souligner. C'est-à-dire que ce soit en Europe de l'Ouest, du Sud, de l'Est, partout elle est en difficulté électorale et ou d'exercice du pouvoir. Et à maints endroits, il y a des niveaux de conflictualité interne dans les partis qui, là aussi, relèvent du jamais vu. On voit ce qui se passe en Espagne autour de Pedro Sánchez. On a vu ce qui s'est passé, ce qui est encore en train de se passer autour de Jeremy Corbyn au Royaume-Uni. On a, au niveau européen en général, par exemple, Paul Magnette, qui vous soutient, qui a prononcé des paroles très fortes et assez hétérodoxes, d'ailleurs, sur l'Europe, puisqu'il a même évoqué l'éventuelle sortie de certains pays de l'Est. Pour un socialiste belge, c'est quand même pas banal. Comment vous situez votre action dans ce cadre-là ? Comment vous lisez ce moment ? Il y a une exception à tout ça, peut-être là aussi provisoire, mais qui est frappante quand même. C'est l'exception allemande. Peut-être. Alors, on va y venir, mais elle est intéressante. Parce que si le SPD parvenait dans une configuration qui pourrait être de rassemblement de la gauche à conquérir le pouvoir et à battre Angela Merkel, ce serait quelque chose évidemment de souhaitable à mes yeux pour l'Europe et pour les Allemands, même si on a des accords forts. Dans une alliance avec Die Linke. En tout cas, dans et les Verts. le refus de la grande coalition et le désir de constituer une alliance qui évidemment embrasse de Die Linke au Groenen. Donc nous verrons. Mais il y a une parole que je trouve très importante de Schulz qui indique plus qu'un bouger idéologique, c'est le fait d'assumer devant le peuple allemand, de dire que le peuple allemand ne peut plus continuer à s'enrichir grâce ou par l'appauvrissement des autres peuples européens, qui n'est pas rien. De noter l'asymétrie aujourd'hui des bénéfices des politiques d'austérité qui, pour les uns, met la corde au cou, c'est-à-dire tous à peu près, et pour les autres, les fait prospérer. Donc, il y a quelque chose qui a bougé là. Une fois que j'ai dit ça, moi, je discute avec beaucoup de monde. Je discute avec Varoufakis, je discute avec, évidemment, Magnette, avec Schulz, avec Costa, avec les deux branches espagnoles, Podemos comme le PSOE. Bref, avec tous les acteurs qui, aujourd'hui, se disent disponibles pour construire un arc d'alliance. Il me semble que cet arc d'alliance, il doit repartir d'un point de départ le plus élémentaire. C'est qu'avons-nous à dire, nous, sur les grandes questions qui se posent à nos États respectifs, revenons, travail, transition écologique, et comment, ensemble, nous mettons-nous d'accord sur des règles du jeu qui ne nous laissent pas totalement démunis au moment où une troïka sans aucun contrôle démocratique, composée de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne et du tandem entre la direction du Trésor française et son homologue allemand, décide de politiques d'austérité à peu près partout, et qui aujourd'hui font crever l'Europe. Parce que c'est ça, l'Europe crève de cette politique d'austérité. Donc comment aujourd'hui se libère-t-on de ce carcan-là ? Et là, moi j'ai proposé quelque chose qui est discuté aujourd'hui. Et je m'en suis réjoui, discuté par les sociaux-démocrates européens, discuté par d'autres, nos partenaires, c'est le traité de démocratisation de la zone euro, sur lequel j'ai travaillé avec Thomas Piketty, sur lequel il a beaucoup travaillé et m'a proposé cela. Et je considère que ce n'est pas la seule proposition que je mets sur la table en Europe, mais que c'est une proposition qui, enfin, permet de concilier à la fois la perspective de la construction européenne et le désir de mettre en minorité, ou en tout cas la possibilité de mettre en minorité l'austérité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je reviens précisément sur cette question-là. En plus, Thomas Piketty est venu en parler sur ce plateau en débat avec Éric Coquerel. Effectivement, la stratégie,
c'est de ne pas avoir besoin de changer les traités, de se lancer dans de grosses renégociations de traités et de faire cette Assemblée générale de la zone euro. Et l'argument que vous venez de dire, c'est la gauche, potentiellement aujourd'hui, avec les équilibres qui existent dans les pays membres de l'eurozone, cette majorité peut être de gauche dans l'Assemblée de la zone euro. Mais précisément, est-ce que les étiquettes dont on parle, gauche, social-démocrate, etc., ont encore un sens? Exactement. Je donne 2 exemples. Bon, il y en a un qui est caricatural, mais on ne peut pas y résister. C'est qu'effectivement, on a un Premier ministre social-démocrate en Slovaquie, mais qui n'a de social-démocrate que le nom, un national-conservateur complètement xénophobe, qui veut recevoir des réfugiés à condition qu'ils ne soient pas musulmans. Bon. Et peut-être plus important, l'exemple allemand. C'est-à-dire, vous venez de citer Schulz, et il se trouve qu'il a fait des déclarations qui ne vont pas exactement dans le sens que vous indiquiez très récemment à la presse étrangère, qui ont été reprises notamment dans le Financial Times, où il raconte qu'en fait, il est assez d'accord avec la ligne de Merkel, c'est-à-dire que les pays, bah oui, ils vont devoir faire des réformes s'il faut qu'il y ait de la solidarité, et notamment sur la question très précise, qui est importante pour vous, je suppose, de mutualisation des dettes européennes, ce qu'on appelle dans le langage européen eurobonds. Lui, il a eu cette formule, bon, c'est pas très marrant, mais elle a le mérite de dire ce qu'elle veut dire. Il dit, la seule chose qui vaille à propos de bonds, c'est James. Oui. En gros, les eurobonds, les Allemands en veulent pas, mes partenaires de coalition en voudront peut-être pas, et c'est hors de question. Est-ce que vous pensez vraiment que ce raisonnement est crédible? Je pense que le sien ne l'est pas, non? Non, oui, mais du coup, je me permets, c'est juste une deuxième question pour supporter ça, puisque vous critiquez tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon en disant, en fait, il ne dit pas trop que son plan A, il n'y croit pas. Mais en fait, vous, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on n'entend jamais ce qui se passe si jamais vous échouez à avoir cette majorité de gauche en Europe. Donc, si vous voulez me faire dire, on sort de l'Europe. Bon, je sais que c'est pas. Mais non, mais moi, je ne le désire pas. Donc, je ferai tout pour ne pas sortir de l'Europe et construire un scénario qui soit un scénario qui évite que l'Europe fabrique du Front National et sa propre dislocation. Pour l'instant, je ne vois que des gens qui creusent à grands coups de pelle la tombe du projet européen et qui vous disent « vive l'Europe, vive l'Europe, vive l'Europe ». Ça, oui, ça me désole aujourd'hui. Et ce que j'ai dit à Angela Merkel dans son bureau, comme à Martin Schulz au siège du SPD, c'est cela. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur ce qui s'est passé depuis 5 ans. Depuis 5 ans, il y a eu le Brexit, il y a eu la crise des solidarités sur les migrants, il y a l'extrême droite qui monte partout, vous croyez que ça n'a rien à voir? Quoi, Eh bien, non, mais c'est là où on a eu un vrai échange, notamment sur la question du Front National. Et je me suis souvenu de la déclaration de Sigmar Gabriel qui avait dit à Angela Merkel, le fait que la France réduise de 0,5% ses déficits, vaut-il la peine que nous prenions le risque que Marine Le Pen arrive au pouvoir? C'est la vraie question que j'ai posée à Mme Merkel. Je lui ai dit, vous rendez-vous compte aujourd'hui que très concrètement, ce que cette politique fabrique, ça n'est pas vous, je dis c'est l'Europe qui l'accepte, parce qu'il n'y a pas qu'elle, mais c'est l'arrivée du Front National. Le jour où il y a le Front National, avec qui discutez-vous? Que se passe-t-il? Et c'est cette question que j'ai posée. Et je crois aujourd'hui, d'abord, à raison. Elle vous a répondu. Parce que pour venir un peu en complément de ce que disait Fabien, quand vous êtes allé à Berlin, vous avez pu constater aussi que le SPD est complètement fracturé. Qu'une partie du SPD dit vous soutenir quasiment Emmanuel Macron. Et qu'une autre partie du SPD a affiché son soutien pour Macron. Moi, j'adorerais être soutenu par un parti fracturé comme le SPD. Hein. Je peux vous assurer. Franchement, il ne faut pas tout juger à l'aune du PS français. Parce que sinon, non, mais c'est pour ça que je veux dire qu'il faut tout relativiser, chers amis. De presse en français à vos côtés, qui a été pratiquement pas traduite en allemand, le soir même. Son rival et concurrent au SPD disait le contraire, que lui soutenait Macron. La réalité, c'est que donc en allemand, dans un meeting la semaine dernière, Martin Schulz a répété exactement ce qu'il a dit, cette fois-ci en allemand, pour que ce soit compréhensible de tous. Et donc, là-dessus, moi, j'ai pas de doute sur le choix politique qu'ils font. Et puis, c'est une question de fidélité, de principe. Qu'il y ait des débats chez eux, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des tendances, et des tendances fortes. Cette fois, une gauche social-démocrate et une droite, etc. La droite a perdu. Schulz a été élu comme président du parti à 99%. Donc, le sujet est réglé. De la gauche du parti non plus. D'accord, mais il est soutenu par la gauche du parti aujourd'hui. Donc le problème, on ne va pas faire la nuit sur le SPD allemand. Non, ce que je veux simplement dire, c'est que c'est important pour la crédibilité de votre mais ce qui n'est pas non, je le dis. Ce qui est important pour la crédibilité d'un projet quand on est candidat à la présidentielle, c'est pas de mettre haut la barre des menaces, c'est de mettre haut la barre des solutions. Et moi, j'ai posé le principe d'un traité de l'énergie, inspiré directement de ce que Delors avait proposé, une stratégie en matière de défense européenne, comme un projet de traité rédigé à la virgule près, d'ores et déjà disponible, sur la démocratisation de la zone euro, dont j'ai dit qu'il était discutable,
où la discussion a porté avec les Allemands, non pas sur le principe du traité, mais la composition de l'Assemblée parlementaire, ce qui n'est pas rien. Ça veut donc dire que la discussion a lieu sur la base du traité que j'ai proposé. J'en ai parlé également au président Juncker, au commissaire Moscovici. Donc on a avancé, je l'ai présenté devant le groupe socialiste au Parlement européen. Donc la discussion, elle est là. Je le redis, on peut tous faire un grand numéro, pardon, excusez-moi, mais j'ai déjà donné, moi j'ai voté non au traité constitutionnel européen, je me suis engagé dans ces batailles-là avec beaucoup d'énergie, je crois beaucoup à la nécessité de rompre avec l'Europe libérale, mais Vous regrettez aujourd'hui ce vote ? Ah non, je ne le regrette pas. Je regrette par contre le très mauvais usage qui en a été fait, et par les partisans du oui et les partisans du non en France, parce qu'on a été assez stupides nous aussi. Les premiers partisans du oui ont passé leur temps à s'excuser du vote du peuple français, belle leçon de démocratie une fois de plus, et les partisans du non, à force de ne chercher d'alliés nulle part et à rester arrimés dans nos petites histoires franco-françaises, on a finalement validé dans la tête de beaucoup de gens que notre non était un non anti-européen, là où il était un non à l'Europe libérale. Ça, c'est une faute. Allez-vous me dire, parmi les dirigeants de la gauche française, qui connaît ses interlocuteurs au niveau européen? Qui va chercher à fabriquer du commun? Personne aujourd'hui. Moi, je crois être un de ceux qui le fait. Et le fait avec le souci justement de construire cet arc d'alliance. Parce que ce qui m'avait frappé dans l'histoire récente de la gauche européenne, ce sont deux moments. Le moment où Tsipras se retourne et qu'il voit qu'il est tout seul, et le moment où Magnette se retourne et qu'il voit qu'il est tout seul. D'ailleurs, Magnette, qui se fait traiter de Judas par Mélenchon derrière, il y a quand même un type qui a un peu pris des risques. Magnette, on ne peut pas lui reprocher. Et on ne peut pas qualifier les gens comme ça. On peut pas. C'est pas possible de faire comme ça. On ne construit rien. On ne fabrique rien de commun. Et moi, j'ai pas envie, tout aussi inspiré et respectueux que je suis par l'histoire de la France, de notre nation, de son peuple glorieux, j'ai pas envie d'aller faire la leçon aux autres. D'abord parce que je pense que ça marchera pas, et que je pense que c'est le contraire de la manière dont on doit fabriquer demain une Europe progressiste. Parce que moi j'y crois, cette Europe progressiste. D'accord, on en vient sur le dernier thème de notre entretien, quelques points de votre politique économique. Vous allez être interrogé par Dan Israël, et avant, on va parler, Dan vous parlera de questions industrielles, et pendant ce temps, on va regarder une courte vidéo. C'était en 2012, François Hollande sur un camion parlant aux ouvriers de Florange. Vous me taquinez ce soir. Bien, je voulais être parmi vous aujourd'hui. Je suis candidat à l'élection présidentielle, dans un moment particulièrement crucial pour notre pays. C'est pas la première fois que je viens ici en Lorraine. J'étais encore il y a peu à Gandrange pour rappeler les promesses qui n'avaient pas été honorées. Je viens donc devant vous prendre des engagements avec toute la responsabilité nécessaire. Je ne veux pas, moi, me retrouver dans la situation d'être élu un jour sur une promesse et ensuite ne pas revenir parce qu'elle n'aurait pas été tenue. Eh bien, si Mittal, je ne le souhaite pas, ne veut plus de vous, oui, je suis prêt parce que je viens ici aussi comme député et j'avais déjà pris cet engagement à Gandrange, que nous déposions une proposition de loi qui dirait la chose suivante. Et ça vaut pour ici comme pour d'autres sites. Quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire à... Dan, à toi. Bonsoir. On vient de voir un candidat à la présidentielle, debout sur un camion, devant les ouvriers, applaudi par les ouvriers, faire des promesses pour sauver une usine. Ça, c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de candidats au chevet des usines, ou en tout cas beaucoup moins. Alors, bien sûr, vous le faites aussi. Vous avez été chez Alia dans l'Aube il n'y a pas très longtemps, par exemple. Bon, mais on a l'impression que ce thème de l'industrie, des usines françaises qui ferment, et peut-être même finalement ce thème du travail en général, on a l'impression que ça ne prend pas beaucoup dans la campagne. Est-ce que vous savez pourquoi ou comment ça se fait? Bon, le travail,
Je crois que le travail, on en a parlé. D'abord, moi, je peux raconter une partie de l'histoire qui a suivi, puisque comme ministre, il s'avère que sur la question d'une sorte de droit de préemption ou de préférence qui serait donné aux salariés pour le rachat de leur entreprise, c'est moi qui ai dû travailler sur ces questions-là dans la loi sur l'économie sociale et solidaire. Et je m'étais battu pour que ce soit le cas. On s'était rendu compte très vite, en travaillant sur ces questions-là, que s'il fallait qu'il y ait un droit préférentiel qui soit offert aux salariés pour racheter leur entreprise, sur quoi organisait-on la préférence? S'il y avait un tiers qui mettait 1 euro de plus que les salariés, ça suffisait pas, ça volait pas, quoi, juridiquement. On s'est ensuite rendu compte, à partir de l'analyse que nous a fait le Conseil d'État notamment, que la préemption, etc., se heurtait au principe du droit de propriété, de la liberté de commerce, etc., et que le Conseil constitutionnel nous retoquerait. Et donc j'ai créé le droit d'information pour les salariés en cas de vente de leur entreprise. Un droit d'information que nous voulions déclencher au moment où le chef d'entreprise a l'intention de vendre, avec comme ça la possibilité pour les salariés qu'ils aient le temps de formuler une offre et de reprendre leur entreprise. Eh bien, ce droit a été créé dans la loi ESS, votée par toute la gauche, et il a été remis en cause par la loi Macron un mois après avoir été mis en œuvre, où ce droit a été réduit à finalement une sorte de droit symbolique. Et je dis cela pourquoi? Parce que je retiens de cet épisode finalement une sorte de long supplice aussi, où on part de déclarations qui sont des déclarations faites sur le toit d'un véhicule, qui créent un espoir, faut imaginer, considérable chez les ouvriers. Pourquoi? Parce que eux vivent sous la menace de la perte de leur emploi et la certitude que derrière, plan de reconversion ou pas, il y en aura un paquet qui resteront sur le carreau. Il s'avère que le maire de Gondrange me soutient. Il s'avère qu'Édouard Martin est un de mes soutiens. Il s'avère que le leader de GAD dans les abattoirs en Bretagne me soutient, Olivier Lebras. Donc on va dire des figures des luttes industrielles. Et nous avons travaillé sur ces questions-là. Alors, remboursement des aides publiques indûment perçues, à l'évidence, ça doit s'appliquer à Whirlpool. Du CIE, du Crédit Impôt Recherche, du CICE, des aides régionales. Vous parlez de Whirlpool. Bon, moi, comme plein d'autres journalistes, je suis allé voir les ouvriers de Whirlpool et des sous-traitants autour. Ils ne vont pas voter Benoît, c'est ça? Non, c'est pas ça. D'entre eux sans doute, mais quand même. Ils n'attendent pas grand-chose. Ils attendent. Mais moi, je ne veux pas non plus. Et on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc voilà, on a un peu l'impression que tous les candidats, vous comme les autres, ont intégré le fait que pour sauver une usine en France, c'était très compliqué. Alors, moi, j'ai posé, en tout cas, 3 propositions que les autres ne font pas. 1, je rétablirais le droit d'information pour les salariés tel qu'il avait été voté dans la loi ESS. 2, je préconise le remboursement des sommes indûment perçues et des subventions publiques, Crédit Impôt Recherche, CICE, subventions régionales, aide aux fonciers, etc., dès lors qu'il y a une délocalisation qui ne se justifie pas. 3, je l'ai dit pour STX, moi je suis favorable, dès lors que des savoir-faire industriels stratégiques sont mis en cause, que l'outil de la nationalisation soit utilisé, quitte à ce qu'il soit temporaire et que nous trouvions les partenaires privés solides à partir desquels reconstruire une stratégie qui est une stratégie qui garantisse le maintien de nos savoir-faire ici. 3 propositions que j'ai mises sur la table. Vous avez proposé pour STX les chantiers navals de Nantes. Oui, et qui est parfaitement applicable à d'autres situations. Et j'y rajoute une 4e chose qui n'était pas dans mon programme des primaires, mais dont je me suis inspiré après les primaires, c'est j'ai repris la proposition que formulait Arnaud Montebourg, qui consiste à faire des 71 milliards de la commande publique le levier à partir desquels on privilégie les productions locales en réservant progressivement, ça ne sera pas du jour au lendemain, 50% de la commande publique aux entreprises, TPE, PME, mais aux entreprises locales. Donc on échappe au risque d'apparaître discriminatoire sur le plan européen avec les traités européens, parce que ça n'est pas réservé aux entreprises nationales, mais aux entreprises d'un territoire, qui ont plus de chances d'être françaises qu'étrangères, soyons honnêtes, mais il n'y a pas de discrimination, elles peuvent être néerlandaises, slovaques ou françaises. Donc voilà des propositions que moi je formule, mais au-delà de cela, l'engagement de dizaines de milliards d'euros dans la transition écologique. Qui ne voit pas où la baisse de la part du nucléaire dans le mix énergétique pour développer les industries de l'énergie renouvelable? Qui ne voit pas qu'il y a là une vraie ambition industrielle, beaucoup plus riche en emplois d'ailleurs que le maintien de l'appareil nucléaire tel qu'il existe? J'ai été, écoutez, c'était pas facile, j'ai été au Creusot discuter avec les salariés qui travaillent
dans les Sur le forges PR pour en faire, particulier. oui, et puis pour bâtir les cuves, dans la sidérurgie qui alimente en acier ces cuves. Donc des discussions compliquées où les salariés sont inquiets, ils disent mais attendez, votre programme il va démanteler notre travail. Et moi j'ai voulu affronter cette discussion avec beaucoup de sérieux et leur dire que le but c'est pas de nous désappareiller encore davantage, c'est au contraire de nous réappareiller. Moi mon ambition industrielle elle est forte, notamment dans le champ énergétique et des énergies renouvelables. Parce qu'il y a là, de la construction des éoliennes, en passant par les possibilités immenses dans le photovoltaïque, des possibilités qui sont des possibilités considérables sur le plan industriel. Encore faut-il que nous structurions cela. Donc oui, moi j'ai une ambition industrielle et donc je ne suis pas pour la disparition des ouvriers dans ce pays. J'imagine. Vous venez de parler d'Arnaud Montebourg, de la primaire. Et c'est vrai que vous avez évolué, en tout cas dans le discours, sur cette question du travail. Vous avez intégré des choses nouvelles. Pendant la primaire, vous étiez le candidat de la fin du travail. Enfin, mais à tort. Ce que vous continuez à me dit. dire. J'ai dit qu'il va se raréfier. Il faut se préparer à la raréfaction du travail. Bah oui, parce qu'il n'est pas exactement pareil. On est d'accord. Et vous venez de citer Arnaud Montebourg. Et c'est vrai qu'on a l'impression que vous avez repris une partie de ces thèmes. Et donc aujourd'hui, vous répétez que vous êtes le candidat du pouvoir d'achat et de la feuille de paye. Comment ça se fait, vous êtes rendu compte tout à coup qu'il fallait avoir ce discours-là en direction des ouvriers, des plus précaires? Sur le revenu universel, dans la définition que vous avez reformulée du revenu universel. Ouais, tout à fait. Comme un moyen d'augmenter la fiche de paye. Non, mais parce que le revenu universel, il est venu finalement incarner, à mes yeux, ce qui était ce nouveau pilier de la protection sociale, indispensable si demain le travail sera raréfié et qu'il faut bien financer la protection sociale, par ailleurs, qui est financée par le travail, pour partie, et si demain il faut trouver de nouveaux instruments pour éradiquer la pauvreté et offrir les sécurités aux nouvelles générations qui, elles, vivent un travail très différent d'une autre, qui sont au moins aussi sécurité, aussi protectrices que celles dont nous avons hérité de nos pères. Pardon de dire, oui, comme futur président de la République, je me préoccupe de la génération qui vient et de savoir si le témoin que je leur passe est un témoin avec lequel elles pourront se protéger aussi bien que je me suis protégé grâce au témoin qui m'a été transmis par mon propre père ou mes pères politiques. C'est pas rien. Et la fidélité aux valeurs, à mes yeux, elle se juge moins dans l'assiduité aux commémorations. Ça, on est champion du monde, notamment les socialistes. Ça, pour aller au cimetière, on est prêt à panthéoniser tout le monde. Ce qui serait bien, c'est qu'au lieu de panthéoniser quelques grandes figures de la gauche, on se rappelle des combats qu'ils ont menés. Je veux dire, le CNR, même s'il n'y avait pas que la gauche, et la sécurité sociale, le pays est ruiné. Il n'y a plus une usine debout. Les ouvriers reviennent tous d'Allemagne ou du STO ou des camps de prisonniers, et on fait quand même la sécurité sociale. Et on va m'expliquer qu'aujourd'hui, le revenu universel d'existence, c'est trop cher. Combien il était le PIB de la France en sortir de la guerre? Bon, bref. Donc, moi, je considère que le revenu universel d'existence, c'est un nouveau pilier de la protection sociale. Comment a-t-il été compris? Comme Benoît Hamon dit, il n'y a plus de travail, donc on va payer tout le monde à ne pas travailler. Puis alors, comme il fallait faire une petite caricature, on s'est imaginé tout le monde dans un hamac, vivant du revenu universel d'existence et fumant un pétard, puisqu'en plus, j'avais légalisé le cannabis. Je l'ai même entendu au primaire. Vous étiez un peu le ministre du temps libre, vous vous souvenez? Michel Henry, au début des années 80. Mais moi, il y aura un ministère du temps libre, et du temps libéré même. Il y aura un ministère du temps libéré. Mais je revenais sur le revenu universel. Le revenu universel vient compléter aussi un salaire. Et il permet de renégocier ou de négocier là où on ne le pouvait pas avec son employeur. Là où je constate que les instruments du rapport de force collectif dans l'entreprise sont insuffisants, parce qu'il n'y a pas assez de syndicalisation, parce que la négociation sociale est immature à bien des égards, et moi je veux la renforcer entreprise par entreprise, branche par branche et en interpro, je veux le faire, mais même en la renforçant, il me semble qu'il faut donner une arme aux salariés seuls pour pouvoir négocier avec son employeur. Le revenu universel d'existence, c'est le moyen, parce que je gagne du pouvoir d'achat, de pouvoir diminuer mon temps de travail sans que la diminution de ce temps de travail se traduise par une perte de revenus. C'est ça qui change tout. Vrai, mais on a l'impression que vous avez presque changé de philosophie. Pendant la primaire et en septembre, vous annonciez le versement d'une somme de 600 € tous les mois pour les 18-25 ans dans un premier temps, et puis peut-être dans un deuxième temps pour tous les Français, jusqu'à 750 €. Aujourd'hui, c'est une somme dégressive. Ce que vous proposez, 6 mois plus tard, c'est une somme dégressive. Mais 600 € pour tous les jeunes. Oui, mais sauf les jeunes qui travaillent. Une somme dégressive jusqu'à 1,9 fois le SMIC, ensuite on est à 0, milliards d'euros de pouvoir d'achat qui va concerner tous les Français. Oui. Mais on a l'impression qu'on est passé quand même d'une philosophie, vraiment une somme pour tout le monde, à un soutien, une allocation supplémentaire.
Bon, on peut le concevoir, j'entends qu'on puisse le concevoir comme cela, mais il fallait qu'on construise un premier étage. Ouais. La Sécu, elle ne s'est pas faite en un an. En 1945, on a créé la Sécu, et on est encore en train, 70 ans après, de la transformer, de l'améliorer si possible, ou parfois même pas de l'améliorer, mais de la dégrader. Mais c'est un processus. Moi, j'ai dit que le revenu universel, nouveau pilier de notre protection sociale, j'ouvrais un processus dont le premier étage était au 1er janvier 2018, et pardon du peu, mais allez me trouver un dirigeant de gauche, alors toute gauche confondue, parce que Mélenchon n'a pas augmenté le SMIC donc brut et donc fragilisé la compétitivité des petites boîtes, il a augmenté les salaires. Vous êtes favorable à l'augmentation du SMIC. Hein. Mais oui, d'accord, mais 5%, je ne suis pas pour l'augmentation. Je veux dire, on n'est pas. Moi, je préfère faire mon RUE qui permet, on va être très concret, une aide-soignante à mi-temps de gagner 400 € de plus, donc de passer de 600 à 1000 €, sur un salarié de chez GAD qui est au SMIC, ou des ex-GAD dans les abattoirs, de passer de 1150 à 1350, et de se retrouver dans une situation où, parce que son pouvoir d'achat augmente, s'il veut réduire son temps de travail parce que le métier est pénible, il le peut sans grosse perte de pouvoir d'achat puisque son revenu universel augmente si son salaire baisse. C'est quand même un mécanisme qui est assez vertueux. Tout à fait. Et donc, je le propose de cette manière-là. Je crois qu'on a là quand même la proposition la plus innovante et la plus protectrice depuis au moins une décennie, depuis le RMI, et encore l'ambition va bien au-delà du RMI. Et alors, je ne la revendique pas pour moi-même, parce que la réflexion sur le revenu universel, elle existe. Il y a des libéraux qui la préconisent, des progressistes d'autre part. Mais voilà, je veux bien qu'on discute de ma première étape, mais trouver plus ambitieux sur le plan social et économique, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas plus ambitieux. Il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus structurant, il n'y a pas plus tourné vers l'avenir que cela. Le reste, c'est quand même du recyclage de bonnes vieilles solutions dont on n'est pas certain que ça fonctionne vraiment. Vous parliez du Jean-Luc Mélenchon et du SMIC. Peut-être, quand même, on peut encore revenir sur ce personnage dont on vous parle beaucoup, sur ces questions d'économie. Je respecte le combat. Voilà. Non, mais sur ces questions d'économie, du rôle de l'État dans l'économie. C'est vrai que vous partagez pas mal d'idées ou d'ambitions. Augmenter le SMIC. Augmenter les minima sociaux, augmenter le nombre de fonctionnaires. Voilà. Est-ce que, entre vous deux, est-ce que c'est quoi? C'est une différence de degré? C'est-à-dire que lui, il ira toujours un peu plus loin que ce que vous proposez, ou un peu plus? Ou, bon, est-ce que c'est une différence comme ça de degré et de curseur, ou bien est-ce qu'il y a une différence de nature entre vos propositions? Je pense qu'il y a les deux. On n'est pas de la même. D'abord, on n'est pas de la même génération. Les combats politiques qui nous ont matricés ne sont pas les mêmes. Ça veut dire quoi? Pardon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On n'est pas la même génération. Ça veut dire quoi concrètement sur ce que ça veut dire sur votre ambition politique dans votre programme? Moi, ça se voit dans nos programmes. La manière dont moi j'appréhende l'évolution du travail est liée, me semble-t-il, à la façon dont moi j'observe et je tire des constats de ce qui se passe aujourd'hui sur la précarisation du travail, sa segmentation, l'apparition du travail non salarié. Et je le fais en essayant de poser un regard lucide là-dessus et de voir de quelle manière demain nous financerons la protection sociale, comme nous devons accompagner cette transition, là où il me semble faire l'impasse sur cette question, comme beaucoup d'autres d'ailleurs à droite, qui font l'impasse, au nom de la valeur travail et du diagnostic qu'il pose que le travail ne se raréfie pas. Et c'est d'ailleurs ce qui, moi, m'a amené à réfléchir aussi à la taxe sur les robots. Taxe sur les robots, là aussi discuté. Trouvez-moi encore un instrument de redistribution plus discuté que celui-là. Bon, alors là où j'ai été surpris, c'est que viennent à mon secours Bill Gates, c'est l'actuel le patron de Nestlé là, qui vient de dire qu'il fallait effectivement taxer les robots, sinon on ne financerait plus la protection sociale. Mais ils sont nombreux à venir faire l'analyse toute simple. Et je vais vous dire qu'il faut taxer les robots là où ils remplacent les hommes. C'est mon expérience de ministre qui m'a fait réfléchir à cela. Quand j'ai vu que dans la grande distribution, la vitesse à laquelle demain les machines allaient expulser les travailleurs de la grande distribution, quand on voit aujourd'hui une marque comme Amazon, je vais la citer, mais qui fait un commerce sans personne, quand elle expérimente la livraison en 1 heure par drone de ce que vous commandez sur Internet, il y a de moins en moins de monde. Quand dans ces grands plateformes logistiques aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens et de plus en plus de robots, la question est, bon, formidable, les services nous sont rendus à nous consommateurs plus rapidement, mais la richesse créée par ce robot, elle ne finance pas la protection sociale, là où auparavant, celle qui travaillait à la place du robot, la personne,
eh bien, son salaire, comme les cotisations payées par l'entreprise, finançaient notre protection sociale. Comment comble-t-on ce manque à gagner? Eh ben moi, je pose le principe d'une contribution sociale de la richesse créée par les robots quand ils se substituent aux hommes, qui viennent financer ou la sécurité sociale, fléchons cette hypothèse numéro 1, ou un fonds destiné à la formation et à la reconversion des salariés qui ont perdu leur emploi. Voilà une solution que je mets sur la table. Mais honnêtement, je vais vous dire, hein, c'est pas avec une armée de solutions des années 80, 90 et 2000 qu'on va régler le problème du chômage, du financement de la protection sociale, à gauche comme à droite. À gauche comme à droite. Et moi, je me situe à gauche, je ne dis pas que je suis dans le ni gauche ni droite, que ce soit clair, hein, que je me fasse bien comprendre, mais moi, à gauche, le projet politique que je porte, je prétends aujourd'hui qu'il est celui autour duquel, de toute façon, se structurera demain la gauche européenne, s'organisera dans ces débats, pour ou contre, mais c'est autour de cela. Okay. Bien, merci beaucoup Benoît Hamon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu. Merci. On se retrouve dans une semaine, on sera dans une semaine à 3 jours du premier tour et on vous réserve pour cette occasion une émission spéciale. À bientôt, à mercredi 20h pour un nouvel en direct de Mediapart. Et d'ici là, vous pouvez lire notre site et également profiter de l'offre d'abonnement qui est affichée sur